Leur permettre d'être à proximité des chevaux leur est très bénéfique. Le couple princier a également échangé avec les responsables d'associations et les moniteurs spécialisés dans ce programme de développement corporel basé sur la relation avec les chevaux. Les pathologies varient. Les enfants qui souffrent de troubles mentaux, comme l'autisme par exemple, ou ceux qui ont un retard scolaire ou des difficultés pour apprendre, peuvent en bénéficier. La proximité avec les chevaux peut également être bénéfique pour les personnes qui souffrent de handicap moteur. Le prince Harry et son épouse ont visité les écuries du club équestre d'Al Salem et rencontré ceux avec qui la complicité se crée. Le prince Harry et la princesse Meghan Markle se sont également rendus au jardin andalou des Oudaya. Ils ont pu ainsi découvrir toute la richesse de l'artisanat marocain. Des artisans ont présenté des œuvres qui reflètent l'authenticité du patrimoine national. Reportage Jihan Doublali et Mouloudi Zindine, le récit est de Samia Harissi. C'est sur les rythmes gnawa que le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont fait leur entrée dans le site historique des Oudaya. Après la musique ancestrale, le couple princier a découvert l'artisanat typique du Maroc, reflet des coutumes séculaires du royaume. C'est un véritable honneur de rencontrer le prince Harry et son épouse Meghan Markle, qui sont les hôtes du Maroc et des Marocains. C'est une chance pour nous de présenter et de faire connaître notre artisanat et notre histoire. Les prestigieux invités du royaume se sont extasiés devant des articles de cuir, des tapis berbères, des caisses de bois sculptées ou encore des gravures en cuivre. Nous avons contracté une association avec le Centre culturel britannique qui a financé ce projet pour aider les veuves démunies. Nous avons créé l'association des tapis Handbel et Zalia qui contribue à fournir un revenu à ces femmes qui réussissent ainsi à aider leur famille. Une visite qui a gravé en lettres d'or et d'argent l'amitié maroco-britannique. Et dans la villa des ambassadeurs de Rabat, le prince Harry et son épouse ont assisté à une démonstration de gastronomie traditionnelle marocaine en présence d'enfants défavorisés ou à besoins spécifiques. Le couple princier a notamment suivi l'élaboration et la préparation de plats typiques de la cuisine marocaine. Reportage Abdelhamid Mourabit et Fadel Sadouni, le récit est de Samia Harissi. Spécialité marocaine typique au menu du repas gastronomique à la villa des ambassadeurs à Rabat. Des mets particulièrement appréciés par le prince Harry et son épouse. Derrière les fourneaux, de jeunes cuisiniers particulièrement fiers de rencontrer le couple princier. Nous sommes très heureux d'avoir contribué à la confection de ce repas et d'accueillir le prince Harry et Meghan en leur présentant des plats typiques de la gastronomie marocaine. C'est un honneur pour nous d'accueillir le prince Harry et son épouse. La dynastie marocaine et britannique sont anciennes et séculaires. La présence du couple princier aujourd'hui apporte une valeur ajoutée à la cuisine marocaine. Devant cette belle présentation des tagines marocains les plus réputés, la duchesse de Sussex n'a pas caché son appréciation. Je vous félicite pour votre engagement incroyable, c'est ce qu'elle a écrit sur le livre d'or de la maison d'hôtes. Un moment privilégié de partage et d'échange culturel. Le royaume du Maroc et le Royaume-Uni sont des États séculaires. Le prince et son épouse sont venus au Maroc pour admirer l'architecture typique, l'art culinaire ancestral, qui compte parmi les meilleurs du monde. Je suis honorée d'avoir salué le couple princier britannique. Ils m'ont demandé quelle équipe de football je préférais et je leur ai répondu le Real Madrid. Cette dégustation a permis de mettre en valeur des programmes associatifs destinés à des enfants orphelins ou à besoins spécifiques. Voici ce que l'on pouvait dire ce soir sur la 3e journée de la visite du couple princier britannique au Maroc.
Direction l'Égypte à présent, la ville de Sharm el-Sheikh accueille le premier sommet euro-arabe. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un discours aux participants à cette rencontre de haut niveau. Le souverain appelle à une réflexion responsable et profonde sur l'avenir de la coopération entre l'Europe et le monde arabe. Amina Ben Khalq. Un discours poignant de Sa Majesté le roi Mohammed VI adressé au tout premier sommet arabo-européen. Lu par le chef du gouvernement Saad Eddine El-Athmani, ce message évoque en premier lieu les relations singulières entre Rabat et Bruxelles et qui se matérialisent notamment par le statut avancé. Un partenariat amené à se renforcer dans les années à venir dans le cadre de cette coopération euro-arabe. 3 de ces priorités ont été précisées dans le discours royal. Il évoque premièrement la sécurité de la nation arabe qui doit rester une affaire strictement arabe tenu à l'abri de toute ingérence et de toute interférence extérieure. Toutefois, dans la mesure où l'atteinte à la sécurité de la région constituerait une atteinte à la sécurité de l'Europe, voire du monde entier, le discours souligne l'effort international que peuvent apporter des partenaires fiables. Il évoque également la nécessité de promouvoir le renouveau du monde arabe. Il incombe à l'Europe d'aider ses voisins à atteindre l'essor économique, scientifique et technologique nécessaire pour réduire les disparités économiques et sociales qui séparent les deux partenaires. À ce niveau, le discours précise que l'Union européenne est le deuxième partenaire économique des pays arabes. Cependant, les échanges commerciaux restent en deçà des attentes. Il rappelle que le taux des importations arabes en provenance de l'Union européenne s'élève à 27% du volume global, alors que celui des exportations arabes à destination de l'Europe est de seulement 11%. Troisièmement, il faudra, selon le message de Sa Majesté le roi Mohammed VI, configurer les partenariats futurs de manière à créer un environnement intellectuel, culturel et médiatique propice à la coexistence et à la coopération entre les peuples des deux régions. Le discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI précise enfin qu'une gestion commune des questions d'immigration et de lutte contre les terrorismes sous leurs multiples aspects peut être envisagée selon une approche intégrée et globale, associant la notion de responsabilité à l'impératif de développement commun. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé également un discours aux participants à la première conférence de la Commission Climat pour la région du Sahel. Cette rencontre se tient à Niamey, au Niger. Le souverain annonce la prise en charge par le Maroc des études de faisabilité pour finaliser le plan d'investissement climatique pour la région du Sahel. Salim Abnabo. Le Maroc s'engage en faveur de l'opérationnalisation du plan d'investissement climat pour la région du Sahel. Dans son discours, dont lecture a été donnée par le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, Sa Majesté le roi Mohammed VI a annoncé que le royaume prendra en charge les études de faisabilité pour finaliser ce plan d'investissement climatique élaboré pour lutter contre les effets du réchauffement dans la région. La mobilisation des acteurs contre les effets dévastateurs des changements climatiques ne saurait s'arrêter aux frontières nationales. Il doit transcender tous les clivages. C'est dans ce même esprit que nous sommes réunis ici, à Niamey, afin de renforcer nos actions et leur cohérence par des propositions nouvelles. Le lancement du plan d'investissement climat pour la région du Sahel et son programme régional prioritaire compléteront ainsi les projets aussi vitaux que nécessaires d'ores et déjà en cours. Ainsi, notre continent. Le souverain a rappelé que la commission pourra compter sur le centre de compétences changement climatique du Maroc, baptisé 4C, pour permettre aux pays de la région d'adopter de meilleures pratiques pour limiter les effets du réchauffement avant d'évoquer ses impacts considérables. L'enjeu majeur est donc d'aborder la question du climat de manière efficiente, tout en s'attelant aux objectifs de développement socio-économique et en répondant aux impératifs sécuritaires. Les chefs d'État et de gouvernement de la Commission réunis à Niamey ont salué le rôle pionnier de Sa Majesté le roi Mohammed VI et son engagement en faveur d'une coopération sud-sud à même de garantir un développement durable en Afrique. Au Sénégal, le président sortant et candidat à sa propre succession, Macky Sall, aurait remporté plus de 57% des voix à l'élection présidentielle. Il serait donc réélu dès le premier tour du scrutin, pour lequel plus de 6,5 millions de Sénégalais étaient appelés aux urnes. Il devait départager 5 candidats. Et au Nigeria, la Commission électorale nationale annonce progressivement les résultats de l'élection présidentielle, État par État. Les données proviennent de 120 000 bureaux de vote répartis à travers la fédération nigériane, qui compte 36 États. Les deux principaux candidats sont le président sortant, Mohamed Buhari, et l'ancien vice-président Atiku Abubakar. Les résultats complets pourraient être annoncés ce soir.
En Algérie, le Premier ministre Ahmed Ouihia appelle les Algériens à exprimer leurs revendications dans les urnes lors de l'élection présidentielle du 18 avril prochain. D'importantes manifestations populaires ont été organisées ces derniers jours à travers le pays, y compris dans la capitale Alger. Les manifestants ont exprimé leur rejet d'un 5e mandat du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Des rassemblements ont également eu lieu en Europe, notamment en France. Amina Ben Khalq. Des rassemblements inédits de milliers d'Algériens dans tout le pays et notamment dans la capitale. Ces images d'une mobilisation massive font le tour du monde depuis hier. Face à cette vague contestataire hostile au maintien au pouvoir du clan Abdelaziz Bouteflika, le Premier ministre a réagi lors de son discours annuel devant l'Assemblée populaire nationale en appelant les Algériens à trancher par les urnes, ce qui a provoqué la colère des membres de l'opposition. On est là pour dénoncer cette turpitude d'un régime mafieux, de voyous qui ont pris le pays en otage, qui veulent imposer à l'Algérie un homme qui est presque vivant. Le peuple algérien a vaincu la peur, il est sorti pour refuser ce système. Il lutte pour la liberté, toutes les libertés. La même colère est exprimée par les Algériens à travers le monde. À Paris, place de la République, plusieurs centaines de manifestants ont dénoncé la mainmise depuis 4 décennies du même clan sur la politique et l'économie du pays. Ça fait depuis 62 qu'on est berné par cette mafiocratie. On a vécu d'implosion en implosion et cette fois, si ça ne marche pas droit, ça sera une explosion. Notre système d'éducation est lamentable, notre système de santé est lamentable, notre système économique est lamentable, le développement de notre pays est lamentable, il n'y a rien qui va. Malheureusement, il n'y a rien qui va, alors que tout devrait marcher. Dans ce contexte de crise politique, le président sortant très affaibli depuis environ 6 ans a quitté hier l'Algérie pour un séjour médical à Genève. Le trafic maritime entre le port de Tangéville et la ville espagnole de Tarifa était suspendu aujourd'hui en raison de mauvaises conditions météorologiques avec des vents forts de plus de 40 km/h et des vagues de près de 3 mètres de hauteur. Les bateaux de pêche maritime sont également à quai. Les conditions météorologiques dans la région devraient s'améliorer à partir de demain. Nous ouvrons à présent la page culturelle de cette édition à Marrakech, qui a accueilli ce week-end la foire d'art contemporain africain. C'est la 2e fois que la ville ocre accueille cet événement international. 18 galeries ont exposé les œuvres de plus de 60 artistes, des œuvres qui reflètent la pluralité des expressions artistiques contemporaines en Afrique. C'est un reportage de Isa Sharqi et Mohamed Chahima. Ici, les œuvres bravent les distances géographiques et pour cause, cette foire présente une sélection de 18 galeries de premier plan provenant de 11 pays dans le monde, dont la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Angleterre, mais aussi les États-Unis. Cette année encore, l'art contemporain africain est mis à l'honneur. Parmi les exposants figurent 7 galeries africaines représentant 5 pays du continent. C'est une édition qui se base sur le continent et qui est vraiment complètement dédiée au continent africain. Elle s'annonce très très forte vu le programme aussi de la ville. Nous sommes venus avec 2 artistes sénégalais cette année, Ndoye Doutz et Pinyang. Et je crois qu'ils n'ont jamais été vus à 1,54. Très peu au Maroc en tout cas, voire jamais au Maroc. Près de 65 artistes émergents et reconnus provenant de 27 pays différents ont exposé leur travail lors de cette foire, représentant ainsi une grande variété de perspectives pour le plus grand plaisir des amateurs d'art locaux et étrangers. Je suis très content de faire partie de cet bel événement qui fait rayonner la création africaine et en l'occurrence aussi la création marocaine. C'est une initiative très ambitieuse et qui donne de nouvelles possibilités et de nouvelles voies et des encouragements pour les artistes africains. C'est agréable d'avoir des œuvres différentes de ce que nous avons l'habitude de voir en Europe et aux États-Unis et d'être capable d'exposer d'autres artistes marocains et africains. Et de voir vraiment tous les gens du Maroc et de l'extérieur. Et vraiment, c'est magique de rencontrer des gens dans le monde artistique et de changer les idées, de voir des nouveaux trucs. En 6 ans seulement, 1,54 a réussi à faire sa place dans la lignée des plus importantes foires d'art contemporain dans le monde, telles que le célèbre Art Basel ou encore Frieze.
La traditionnelle cérémonie américaine des Oscars s'est tenue hier soir à Hollywood. Le film Green Book, réalisé par Peter Farrelly, ayant pour thème le racisme dans l'Amérique des années 60, a remporté l'Oscar du meilleur film. Autre moment marquant de cette 91e cérémonie des Oscars, la statuette du meilleur acteur remise à Rami Malek, qui a incarné le chanteur Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody, et la Britannique Olivia Colman, sacrée meilleure actrice pour son rôle dans La Favorite. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Sa Majesté le roi Mohammed VI a offert à la résidence royale à Salé une cérémonie de thé en l'honneur du prince Harry, duc de Sussex, et de son épouse Meghan Markle, duchesse de Sussex, qui effectue une visite dans le royaume. Le souverain était accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, et de leurs Altesses royales, les princesses Lalla Maryam et Lalla Hasna. À cette occasion, le duc de Sussex a remis à Sa Majesté le roi un message écrit de la part de Sa Majesté la reine Elisabeth II du Royaume-Uni. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Salah Din Romari pour El Masaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.